Avant de commencer le voyage, on va réviser un peu la géographie. Le Yunnan se situe au sud-ouest de la Chine, à l'est de la Birmanie, au nord du Vietnam et du Laos. Ce nouveau voyage en Chine commence là où, 4 ans plus tôt, j'avais terminé mon précédent séjour, à Hong Kong. Hong Kong, dès le premier coup d'œil, ce sont d'abord des alignements de buildings par dizaines, et puis une densité de population exceptionnelle, une ville de 7 millions d'habitants. Pour aller de Kowloon à Hong Kong, le plus agréable, c'est d'emprunter les bateaux du Star Ferry qui, toute la journée, font la navette entre l'île et le continent. Le Palais des Congrès et en retrait la tour du Central Plaza. Au centre, la Banque de Chine, construite par l'architecte de la pyramide du Louvre, Yao Mingpei. On est dimanche et un peu partout dans Hong Kong, on rencontre les employés de maison philippines qui, pour leur jour de congé, se regroupent. Retour par le Star Ferry jusqu'à Kowloon. Hong Kong est désormais dominé par un immeuble de 415 mètres de haut, le 2 du Centre financier international. Alors que cette immense tour vient à peine d'être inaugurée, elle sera dominée dès 2007 par un nouvel immeuble de 474 mètres. La promenade à Hong Kong n'aura duré que le temps d'une escale entre l'avion de Paris et celui qui nous amènera vers Kunming, la capitale du Yunnan. Début d'après-midi à Kunming, l'heure d'aller visiter le temple de la compréhension de toutes choses. Le temple Yuantong est un des plus anciens temples bouddhiques de Kunming puisqu'il a été bâti sous la dynastie des Tang. Au centre du bassin, ce petit pavillon est dédié à la déesse Guanyin. Guanyin est le nom de cette déesse aux 1000 bras. Le temple principal est orné de superbes statues bouddhiques de l'époque Ming, mais comme souvent dans les temples bouddhiques, il n'est pas possible de filmer à l'intérieur. Toujours à Kunming avec les embouteillages, sont les embouteillages du parc du lac d'Emeraude, situé tout à côté de mon hôtel. Le parc du lac d'Emeraude a été aménagé au XVIIe siècle, à l'époque des Qing. Pendant que certains jouent au domino, d'autres disputent de longues parties d'échecs devant un public nombreux et concentré.
À une dizaine de kilomètres de Kunming, le site du Temple d'Or, bâti au XVIIe siècle. C'est à ce petit pavillon de bronze que le temple doit son nom, puisque cette huile était autrefois recouverte de feuilles d'or. Au fond du parc, ce pavillon abrite une cloche fondue au XVe siècle. Elle pèse 14 tonnes. En Chine, on rencontre assez couramment des statues représentant des tortues qui sont un symbole de longévité. Nous sommes de retour à Kunming sur le marché aux fleurs et aux oiseaux. Près du marché aux oiseaux, quelques rues préservées sont encore bordées de vieilles maisons de bois. C'est également dans le quartier du marché aux fleurs et aux oiseaux que l'on rencontre des éleveurs de grillons.还没甜了，这个没来，你说你能看些？我那个叫个来的了，来的了，这半天来的。来些没有？我呢，别台你说别台，别他的景点好看，一点说不出来那种味道。别台我呢。抓，不过这个中间那个老朽可能有着，有嘴好了，干了。可能有着好了。我觉得捡那个老嘴，拿天上贴的是个真的。啊，这个嘴红的，因为是天来的，天采的。贴的。哦，天采的，两个都天采的。你填在那，给我填在这个。行，抓过来。水，两水。哦，我就捡两水，别头烂不就够。哦，你还是野水。这个捡了，我捡这个武器去。À 120 km à l'est de Kunming se trouve l'un des sites touristiques les plus célèbres du Yunnan, la forêt de pierre. La jeune fille à droite porte un costume de la minorité des Sani. Les Chinois aiment particulièrement la photographie, et notamment comme ici, lorsque l'on peut se faire photographier devant les idéogrammes portant le nom du site visité, la forêt de pierre. Il y a 270 millions d'années, ces roches formaient le fond de la mer, et d'ailleurs les géologues y ont retrouvé des fossiles d'animaux marins. La forêt de pierre, dont certains rochers peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur, a été creusée en fait par la dissolution chimique qui était due à l'infiltration des eaux de pluie à travers les failles du calcaire. Ici, le rhinocéros et tout à côté l'éléphant.
Un belvédère a été aménagé qui permet de mieux prendre la mesure du site. Il s'étend sur 80 hectares. De Lunan, on continue la route vers le sud en direction de Kaiwan. Ce petit lac avec son restaurant sur pilotis sera notre étape pour le déjeuner du jour. Pas besoin de menu, c'est dans cette vitrine que l'on choisit les plats que l'on souhaite se faire préparer. Chaozai est un petit village habité par la minorité musulmane, les Hui. Au mot faguo, je reconnais que notre accompagnatrice chinoise Lily est en train d'expliquer que nous venons de France. Un Polaroid laissé en souvenir est un cadeau apprécié. Quelques dizaines de kilomètres plus au sud, le village Miao de Malipo. Si en Chine on parle de minorité, c'est parce que le pays est, dans sa très grande majorité, composé de Han. Et dans le Yunnan, sur les 55 nationalités que compte la Chine, 25 sont représentées, avec ici donc les Miao.
C'était la fin de journée de classe et on a été très surpris quand on a vu tout d'un coup tous les enfants très consciencieusement nettoyer les abords, les salles de classe, toute l'école. Le seul à ne pas nettoyer l'école, c'était ce petit garçon, sans doute puni, et qui restait bien dubitatif devant les exercices de calcul du tableau. Cette femme porte la jupe traditionnelle des Miao, qui est dite aux 100 plis, même si en réalité elle peut en compter jusqu'à 500. Mercredi matin, c'est en train que nous quittons Kaiwan en direction de Koba pour un trajet qui durera environ 1h30. Ce sont les Français qui, en 1910, inaugurèrent cette première voie ferrée du Yunnan, qui reliait alors Kunming au port de Haiphong. À chaque arrêt dans les petites gares, le train se remplit un peu plus, avec tous ces paysans très chargés qui vont ou reviennent du marché. Notre trajet en train s'arrête à Kaoba, où nous reprendrons le bus pour poursuivre vers le sud. La gare de Bissechai est un exemple de ces petites gares très françaises que l'on trouve encore au fin fond de la Chine. Dans le sud du Yunnan, on voit souvent les fumeurs utilisant la pipe à eau. La traditionnelle pipe en bambou a été remplacée petit à petit par la pipe en aluminium. À Tianjin, nous déjeunerons dans un excellent restaurant musulman. Que ce soit en cuisine ou en salle, nous n'y avons vu que des employées féminines. Avant de remonter vers les hauts plateaux du Yunnan, notre route croisera le fleuve Rouge, qui descend jusqu'au Vietnam pour se jeter dans la baie d'Along. À mesure que la route s'élève, on commence à découvrir les paysages de rizières en terrasse. Ce
Costume très coloré avec ces sortes de coussins sur les fesses, c'est celui de la minorité des Yi. On dit que ce seraient les Rani de Wanyang qui auraient été le premier peuple bâtisseur de terrasses. C'est parce que les rares vallées cultivables avaient été accaparées par certains peuples que les Rani se seraient mis à sculpter les montagnes. La culture du riz est un travail très difficile où, à quelque étape que ce soit, il n'est jamais question d'automatisation. Amenkong est un petit village Rani. Les Rani sont la deuxième composante des minorités tibéto-birmanes après les Yi. Il y a 1 250 000 Rani au Yunnan. À quelques kilomètres d'Amenkong, nous arriverons à Wanyang. Wanyang est un bourg tranquille situé à 1800 mètres d'altitude. On peut y croiser essentiellement des Yi et des Rani, ou comme ici, un couple de Yao. On reconnaît les porteuses Rani à leur cape d'écorce qui les protège à la fois de la pluie et de leur charge. On retrouve ici le costume noir des Yao, alors que le costume des Yi est très coloré et que celui des Rani est à base d'indigo.
Sur le marché, on trouve à acheter des essaims d'abeilles garnis de leurs larves. Caractéristique de la région de Hanyang, même si on la rencontre assez peu, la coiffe en crête de coq des Yi. Une conversation matinale entre deux dames Hani. La coiffe faite de fils de laine sombre est caractéristique des Hani. On peut acheter le tabac que l'on fumera dans la pipe à eau. Le plus souvent, les paysannes doivent faire de longues heures de marche pour venir vendre leurs marchandises à Shenkun. Un petit groupe de dames Yi qui me permettra de détailler un petit peu leurs costumes. Le marchand de tissus avec ici plutôt des costumes et des broderies destinées aux Yi. Une autre forme de coiffe Rani dont les fils de laine retombent sur le front. L'après-midi, nous retournerons voir les rizières en terrasse dans un paysage qui change au fur et à mesure de l'année. Et au printemps, ces escaliers de géants se transforment en miroirs du ciel
lorsque les rizières sont inondées. À la bouche du Saut du Tigre, une petite scène de négociation entre Marie-Noël, notre accompagnatrice, et un groupe de petites filles Yi. 是这样说。是好我闻一闻，就有1、2、3、4、5。是，那边还有很多那些人大了，就是不像我们，他们就不像是我们，就不给跳舞，不给跳我们了。好，所以如果如果你在这里跳，他们给1、2、3、4、5块，好吧？好。Si vous donnez 1 块 par personne, elles vous font une petite danse là. Eh ben. Le village de Menping est habité majoritairement par des Yi, même si comme ici, cette dame est une Hani. C'est marque en chinois. Vendredi matin, nous remontons vers le nord en direction de Tianshui. 我将会是在哪里？日子过得怎么样？人生是否要珍惜？不要什么诺言，只要天天在一起。我不能只依靠，偏偏会活下去。任时光匆匆流逝，我只在乎你，心甘情愿感染你的气息。人生几何能够得到知己？失去生命的力量也不可惜，所以我求求你，别让我离开你。失去你，我不能感到一丝丝情意。也许有那么一天，你说即将要离去，我会迷失我自己，走入无边人海里，
也许遇到某一人，过着平凡的日子，不知道会不会也因爱情甜如蜜。任时光匆匆流逝，我只在乎你，心甘情愿感染你的气息。人生几何能够得到知己？失去生命的力量也不可惜，所以我求求你，别让我离开你。失去你，我不能感到一丝丝情意。谢谢。C'est beaucoup plus fort que tout à l'heure. À Tuanshan, on peut visiter la résidence de la famille Zhang. Les Zhang étaient de riches propriétaires, enrichis par le commerce du sel. Et la particularité, c'est qu'aujourd'hui encore, ces maisons sont habitées. Elles ne sont pas transformées en musée et certains descendants des Zhang y vivent encore. Une partie de la résidence Zhang est aujourd'hui occupée par une école primaire. À Tuanshan, on rencontre encore les dernières femmes au petit pied, une pratique qui a été abolie en 1950.
C'est à partir du Xe siècle, par une curieuse fascination érotique pour les petits pieds, que l'on se mit à bander les pieds des fillettes dès l'âge de 6 ans. Progressivement, les bandages étaient resserrés chaque jour, de façon à obtenir un idéal qui était un pied d'environ 8 cm. Cette pratique était extrêmement douloureuse puisque l'os du pied, au lieu de croître en longueur, poussait vers le haut, ce qui explique la démarche claudicante des vieilles femmes. À 3 km à l'ouest de Tianshui, le pont du Double Dragon. C'est le plus grand pont ancien du Yunnan. Ses premières arches ont été bâties au XVIIIe siècle. Ce pont à 17 arches tient son nom des deux rivières Lu et Tachong, qui figurent les deux dragons qui l'enjambent. À Tianshui, la résidence de la famille Zhu s'étend sur plus de 20 000 m². Le temple des ancêtres du clan Zhu, et faisant face au temple des ancêtres, le petit théâtre sur l'eau. Les résidences traditionnelles chinoises s'organisent autour de cours intérieures. Celle de la famille Zhu en compte une quarantaine. À Tianshui, la tour face au soleil a été édifiée au XIVe siècle pour garder l'entrée est de la ville. Le temple de Confucius de Tianshui remonte à l'époque mongole, au XIIIe siècle. Une succession de portiques conduit à la mer des études. Cette mer des études évoque symboliquement l'immensité du savoir, dont seul le travail permet d'atteindre l'autre rive. Sur cette stèle, le front de Confucius a été creusé par ceux qui le touchent avant de se toucher eux-mêmes le front pour acquérir le savoir. On parvient devant la salle de la grande perfection, où se tient une cérémonie en l'honneur de Confucius.
De Tianshui, nous reprenons la route en direction de Kunming. Dans les rizières, c'est l'époque de la moisson. Dans le village de Xingmong, on rencontre des Mongols dont les ancêtres lointains sont arrivés au Yunnan au XIIIe siècle, à l'époque de Kublai Khan. Lily est en train d'essayer de retrouver quelques personnes photographiées lors d'un précédent voyage afin de leur donner quelques photos. Dimanche matin, après avoir fait étape à Kunming, nous nous envolons vers Dali. La visite de Shizhou commence sur le marché près des étals de boucher. Un peu plus loin, on choisit son balai. Les marchés sont également des restaurants de plein air. On achète les bâtons d'encens qui seront brûlés devant l'entrée des temples. L'ambiance était joyeuse chez le fabricant de cercueils. Les portes à deux auvents sont caractéristiques de l'architecture Bai.
Organisée autour de 3 cours successives, l'ancienne résidence des Zhao. Aujourd'hui, elle est occupée par 11 familles. Ce portail signale l'entrée de la maison du clan Yan. Les Yan avaient fait fortune dans le commerce en échangeant l'étain, le cuivre et les briques de thé contre la soie. Les statues à l'effigie de Mao Tse-tung ont été remisées au grenier. Les toits de Shizhou sont caractéristiques de l'architecture Bai, avec ces maisons resserrées autour de leur cour intérieure. Pour avoir goûté à ces galettes, je peux vous dire que c'était délicieux. C'est de l'indigotier que l'on tire la couleur indigo. Pour fabriquer cette sorte de batik, on dessine tout d'abord sur le tissu les motifs que l'on souhaite garder en réserve. Les parties destinées à ne pas être teintes sont fixées par des nœuds passés à l'aiguille. Le tissu est ensuite plongé dans le bain d'indigo jusqu'à 10 fois pour que la couleur soit satisfaisante. Entre chaque bain, on vérifie les nœuds et on les resserre si nécessaire. Lorsque la couleur sera satisfaisante, elle sera fixée à la chaux. Une fois le tissu sec, le fil est dénoué point par point, ce qui dévoile le dessin resté blanc. Notre guide local portant le costume traditionnel Bai. À Zhucheng, nous avons visité le temple consacré au Benju, construit vers 1800. Chez les Bai, le Benju est en fait une divinité locale. À Zhucheng, il s'agit d'un gouverneur, dont on voit ici la statue à gauche, qui côtoie celle du Bouddha, celle de Lao Tse, de Confucius, et également d'une sorte de divinité bouddhique que l'on voit à droite. Dans une chapelle voisine, le général à la belle barbe, il est entouré de son fils à droite et d'un autre général à gauche. La vieille ville de Dali fut fondée au XIVe siècle, à l'époque des Ming. Aujourd'hui, elle est devenue une des cités les plus touristiques du Yunnan. Malgré son architecture tout à fait chinoise, c'est bien l'église catholique de Dali que l'on voit ici, construite en 1938.
Lundi matin, nous commençons notre journée en rendant visite aux 3 pagodes de Dali. La plus haute est également la plus belle. Elle a été construite au IXe siècle dans le style caractéristique des Tang. Les 2 autres pagodes ont été construites au Xe siècle et elles abritent dans des niches des statues de Bouddha. Après un dernier regard sur les pagodes de Dali, nous reprenons la route direction Litiang.